Bonjour à tous. Alors, on va commencer d'ici 5 petites minutes. Bonjour de Corse. Et ben, bien bonjour. Alors moi, je suis en Alsace, voilà. Je pense que c'est vraiment, j'aime bien les bonjours d'un peu partout de la France. Ça nous prouve vraiment que ce format-là de présentation est vraiment sympathique et permet vraiment de rentrer en contact avec vous tous partout en France. J'organise ça depuis la semaine dernière avec différents auteurs, directeurs de collection pour tous les manuels de terminale et c'est vraiment très sympathique. Je vais donc vous laisser, Julien et Samuel, à tour de rôle, vous présenter un petit peu et me dire qui vous êtes et quel a été votre rôle dans la conception du manuel. Bien, bonjour à tous. Donc je suis Samuel Rebulard, j'ai été prof en collège-lycée. Je m'occupe maintenant de la préparation à l'agrégation externe de l'université qui s'appelle Paris-Saclay depuis janvier dernier, qui est conjointe avec les deux ENS parisiennes. Donc je travaille pour Belin depuis une dizaine d'années et là, sur ce manuel, j'avais un rôle de coordinateur et d'auteur, donc directeur d'ouvrage et auteur, c'est-à-dire que c'est à la fois mettre en musique les instructions ministérielles, s'assurer de la bonne marche, on va dire, scientifique, la réalisation du manuel, le découpage en chapitres et en double page, etc. Et puis tout un tas de choix derrière qui vont être majoritairement des choix scientifiques et pédagogiques. Voilà. Et plutôt pour les SVT, puisque me concernant, je suis prof de SVT à l'origine. Très bien. Julien, du coup. Alors, moi, je suis maître de conférence à l'Université de Paris. Anciennement, c'était l'Université Paris Diderot. On vient de changer de nom j'ai fondé le master MEF donc à l'Université de Paris en physique-chimie. Je suis aussi professeur agrégé donc je suis aussi expert auprès de l'inspection générale de physique-chimie. Et voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que Samuel a dit. On a évidemment eu un rôle tous les deux de coordination, d'écriture aussi. En fait, on essaye que la mayonnaise prenne, voilà, pour prendre une analogie culinaire. Et qu'elle prenne à la fois d'un niveau scientifique, ça c'était vraiment aussi quelque chose d'important, à un niveau pédagogique, et ça c'est vraiment en relation avec les auteurs qui ont eux une pratique des classes, hein, et c'est quelque chose que nous, en tant qu'universitaires, on a moins, mais justement on s'appuie sur les auteurs qui eux sont en classe, et donc ils ont vraiment une vraie pratique. Et donc mettre en forme donc, cette partie pédagogique et aussi des aspects didactiques. C'est un petit peu différent de la pédagogie, mais c'est essayer de trouver les bons ressorts d'approche sur des programmes qui sont parfois très ambitieux. Et on a essayé de trouver à chaque fois des portes d'entrée comme ça qui permettent de rendre les programmes accessibles, en tout cas ce qu'il y a dans les textes. Voilà. Je me permets d'insister puisque Julien a commencé effectivement à parler de la réalisation du manuel. Nous, on n'est qu'un rouage dans une équipe assez complète, hein. Il y a pas de lien hiérarchique entre nous. Il y a juste un ensemble de personnes assez nombreux d'ailleurs, assez nombreuses, et puis chacune avec un rôle bien défini. Stéphane est en train de nous montrer le rabat du manuel qui rappelle que c'est avant tout un travail collaboratif, avec effectivement, Julien l'a rappelé, les directeurs d'ouvrage qui travaillent conjointement avec l'édition. Où en gros on s'occupe de la coordination, les auteurs qui vont produire du fond, et puis nous-mêmes on a un rôle d'auteur. Et puis derrière, il y a un énorme travail côté édition avec des métiers spécialisés, que ce soit des illustrateurs, iconographes qui recherchent les photos les plus jolies. Et puis, on a sollicité par nos réseaux divers et variés
pas mal de chercheurs qui appartiennent à plus d'une dizaine de disciplines différentes et qui vont justement apporter ce lien direct avec une science en construction et qui est ce qui nous tenait vraiment à cœur. Oui, donc une équipe bien fournie et un travail collaboratif pour créer ce manuel, qui était très important aussi pour nous tous. Est-ce que vous pourriez, alors, en continuant, nous présenter un peu les différents partis pris éditoriaux qui ont été pris donc, pour cette collection, pour pouvoir nous présenter cette collection qui désormais est complète avec ce nouveau manuel de terminale? Le premier parti pris qu'on a choisi, c'était d'essayer de contribuer à donner à tous les élèves, qu'ils soient scientifiques ou non, parce que évidemment l'enseignement scientifique c'est pour l'ensemble des élèves de terminale générale, des clés pour exercer leur propre jugement et l'esprit critique. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans les intentions du programme, mais sur lequel on a essayé de beaucoup insister. D'ailleurs, on le voit bien avec la crise actuelle, il y a des vrais problèmes d'exercice de l'esprit critique face à une déferlante d'informations qui sont vives, dont l'intérêt devient très vif. Alors, avant, évidemment, le Covid, il y avait le nucléaire, il y avait plein de choses comme ça sur lesquelles, qui sont ce qu'on appelle des questions socialement vives, l'environnement, etc. Et on a vraiment essayé d'axer quand même autour de cette notion d'esprit critique à travers l'ensemble de l'ouvrage. Il y a plein de portes d'entrée sur cette thématique, mais c'est quelque chose qui nous a aidé finalement à structurer l'ouvrage. Et je vais peut-être laisser la parole à Samuel s'il a des choses à rajouter à ça ou pour continuer. Oui, c'est plus rentrer un petit peu peut-être dans le détail que de ce qu'on a fait effectivement dans ces pages esprit critique. Alors d'abord, elles sont au cœur des unités, c'est ce qui est assez nouveau. C'est-à-dire que on va avoir des pages assez classiques, on va dire, dans les manuels de sciences, qui sont des pages documentaires pour lesquelles on propose des pistes pédagogiques. Et puis, entre ces pages, on va avoir des doubles pages. Voilà un exemple sur les modèles en sciences, sur l'idée que le savoir scientifique, ce n'est pas des certitudes, c'est une construction avec de la loyauté, de la sincérité sur l'instant, mais des débats qui peuvent rester vifs et une évolution des connaissances qui est toujours possible. Donc, en fait, à de multiples reprises, on va pouvoir s'intéresser à la construction de la science, donc à avoir un regard d'épistémologie. Ce que Stéphane nous montre là, ce sont des doubles pages qui sont au début du manuel. En l'occurrence, c'est un QCM avec des questions un peu naïves autour de la science. Et ça donne l'occasion, dans les réponses, de vraiment détailler qu'est-ce que c'est qu'une démarche scientifique, c'est quoi le travail d'un chercheur, qu'est-ce que produit la science, ne pas confondre science et technologie, à quoi sert une théorie, etc. Donc là, on a les réponses. Qu'est-ce que je fais quand je suis chercheur, la science se construit sur des données, sur des faits, etc. On a vraiment travaillé sur ce qui rejoint finalement nos disciplines de sciences expérimentales. Et ça va être vraiment le cœur, on va dire, épistémologique du manuel, même si le mot n'est pas dit tel quel. On s'est fait aider pour ça de Guillaume Lecointre, qui est chercheur en systématique en évolution, que les profs de SVT connaissent bien, mais qui est aussi épistémologue, et qui nous a fait pas mal de textes, justement, chaque fois que le sujet du programme en donnait l'occasion, on a pu donner justement ces pistes qui permettent de discuter et de comprendre. En particulier, on a beaucoup pensé aux élèves non scientifiques pour qu'ils puissent s'approprier et s'intéresser à la science qui a priori n'était pas forcément ce qu'ils ont choisi comme spécialité. L'autre aspect, c'est qu'au-delà de ce cœur de manuel, donc avec la réponse au programme et ce côté esprit critique, les pages épistémologie, on va dire, les pages esprit critique, elles sont aussi l'occasion d'avoir pas mal de ramifications avec toutes les autres, avec plein d'autres disciplines.
On va parler de sociologie, on va parler d'histoire, on va parler, sans évidemment déborder le cadre du programme, hein, mais c'est aussi pour atteindre cet objectif qui faisait partie de nos partis pris, qui était de réussir à intéresser des élèves. Voilà un exemple plutôt social du lien sur le lien entre femmes et sciences. L'idée, c'était aussi d'amener des élèves non scientifiques à s'intéresser à la science, à comprendre comment elle fonctionne et à pouvoir voir les ramifications de la science dans des questions du quotidien. Donc ça, c'était un point assez important et qui finalement revient de façon récurrente. Et donc, il y a des questions qui vont toucher à la philosophie pour les élèves plutôt littéraires, plutôt aux sciences humaines, sociales ou histoire ou géographie. Le programme nous donnait vraiment la possibilité d'avoir ces petites ramifications, hein, évidemment, tout en restant sans difficulté dans le cadre des exigences du programme. Merci beaucoup. Du coup, je vais continuer en présentant donc, un peu les aspects. Donc, on sait bien que le manuel est conçu déjà pour apporter, aider, accompagner les enseignants. Donc, en quoi et comment souhaitez-vous en fait accompagner justement les enseignants avec ce manuel? Qu'est-ce que le manuel apporte vraiment aux enseignants? Je vais commencer. L'idée, alors pour les enseignants, l'idée quand même, c'est de maintenir, c'est pas être prescriptif finalement complètement sur ce qui doit être fait par les enseignants, c'est bien au contraire essayer de laisser aux enseignants l'exercice de leur liberté pédagogique. On va proposer un manuel dont le volume finalement est supérieur, hein, faut être clair, à ce qui est faisable. Tout ce qu'il y a dans le manuel n'est pas faisable dans le temps imparti pour un enseignement. Mais ce qu'on propose, c'est des solutions qui vont permettre à l'enseignant de choisir, d'assembler et finalement de réaliser ses propres séquences pédagogiques, de les réaliser dans le cadre du temps qui lui est imparti. L'éventail des choses qui sont possibles est extrêmement large. Si un enseignant se sent plus à l'aise avec une thématique qu'avec une autre, ou avec des exemples qu'avec d'autres, il peut ou elle peut choisir ce qu'il faut faire, enfin, ce qui est intéressant pour ses propres élèves, aussi en fonction des différences qu'il y a entre les intérêts, des différences qu'il y a entre les élèves et leurs intérêts. Nous avons une proposition finalement d'agencement des chapitres, du traitement des chapitres par les enseignants. On sait très bien qu'en première, par exemple, il y a eu des enseignants de SVT et des enseignants de physique-chimie qui se sont partagés le travail. C'est tout à fait envisageable en terminale. On a créé 3 propositions. Évidemment, il y a plein d'autres propositions possibles, mais on envisage ce manuel comme un support finalement d'exercice de sa propre liberté de choix. Et ça, on l'a fait dès l'élaboration du manuel. La deuxième chose, c'est évidemment, il faut traiter le programme. Hein, ça, c'est ce que l'institution attend. Et donc, les objectifs généraux du programme, hein, d'abord, on en a parlé, le fonctionnement de la science, les rapports qu'il y a entre la science et la société. Et ça, on a décidé finalement, dans chaque unité, dans chaque chapitre, mais dans chaque unité, on a eu comme choix d'intégrer systématiquement ces objectifs généraux du programme. Donc, si vous regardez, peut-être que Stéphane peut nous montrer une unité type. Donc, si vous regardez une des unités que nous avons rédigées, j'attends qu'elle apparaisse. Voilà, l'océan, un acteur clé du climat. Et bien, si vous regardez, ça c'est une unité typiquement de physique-chimie, hein, mais tout à fait réalisable aussi par une enseignante ou un enseignant de SVT. Si vous regardez, donc il y a un ensemble de documents, une problématique qui est identifiée et une exploitation de documents qui est typique de la discipline, mais également une exploitation en lien avec des problématiques
de société, des problématiques épistémologiques, de la place de la science, qu'on a appelé ici, dans un encadré en bas à droite, esprit critique. Et donc, on a intégré à chaque questionnement un aspect, qu'on va dire, d'ordre sociétal, ou en tout cas d'ordre épistémologique. Et pour finir, je parle beaucoup, j'espère que Samuel ne m'en voudra pas. C'est aussi un manuel où et là on l'aura compris avec cette unité, où on attend que les élèves soient actifs. Hein. Chaque unité, vous voyez, en haut à gauche, là, en jaune, il y a une problématique. Donc chaque unité, c'est un problème à résoudre de nature scientifique a priori. Il y a des éléments d'explication qui sont contenus dans les documents, mais il faut évidemment faire plus que lire. Hein. Il faut essayer de comprendre et d'assembler finalement ces différentes sources d'informations. Il y a aussi des liens sur le web, sur les réseaux, etc. Qui sont intégrés. Mais il s'agit effectivement d'avoir une démarche active, enfin de proposer aux élèves systématiquement une démarche active. Je vois qu'il y a des questions. La place des maths, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais je ne sais pas, je vais peut-être donner un peu la parole maintenant à Samuel ou à Violaine. Non, Samuel, s'il y a des choses à rajouter par rapport à ce que vient de dire Julien. Oui, bah alors voilà, par exemple, sur la place des maths, là, on a un chapitre sur les modèles démographiques à la fin du programme, qui est demandé par le programme, et qui clairement est l'occasion de parler des modèles linéaires et des modèles exponentiels. Donc là, on a la double page sur les modèles exponentiels. Et le prétexte, hein, c'est évidemment de parler de dynamique des populations derrière. On a, alors l'idée, hein, c'est toujours la même, c'est que comme c'est l'occasion de faire des mathématiques appliquées, on a été très progressif. On n'oublie pas qu'on s'adresse à des élèves qui ont fait peu de maths et qui n'ont pas forcément un goût pour faire des maths, sachant que ces parties-là seront probablement plus faciles pour ceux qui ont choisi les spécialités scientifiques. On a veillé aussi avec les manuels de spécialité à être complémentaires, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas les mêmes exemples, notamment sur Hardy Weinberg en SVT, qui est à la fois dans le programme de spécialité SVT et dans le programme d'enseignement scientifique. On a fait attention effectivement à limiter la redondance qui était présente dans le programme. Voilà, on traite le programme tel quel, mais il y a une vraie complémentarité entre les deux pour les élèves qui choisiraient la spécialité SVT par exemple. Je ne sais pas si on peut voir la première unité du premier chapitre là, sur la toute jeune Terre. C'était juste pour enfoncer le clou par rapport à ce que disait Julien, parce que ça a été vraiment un parti pris important. Il y a un assez gros travail donc ça c'est le tout début du manuel, enfin du contenu des unités, et l'idée c'était sur des questions. Ici on est sur de la géologie, mais avec beaucoup de physique chimie derrière. Sur des questions qui sont extrêmement complexes, hein. C'est en gros de mettre en avant les méthodes, c'est-à-dire comment on sait ce que l'on sait. Et on voit que dans le double questionnement, dans cet exemple-là, on a à la fois exploité les documents scientifiques tels quels avec une démarche relativement classique de tâches complexes, et puis on a un deuxième questionnement esprit critique qui est finalement il n'y avait pas de physiciens et il n'y avait pas de géologues il y a 4 milliards et demi d'années, comment on sait ce que l'on sait, et on montre à chaque fois comment finalement se construit la science, et avec toutes les difficultés que cela pose sur des objets aussi anciens que les plus anciennes roches terrestres. Donc ça a vocation à la fois de rassurer les élèves et de leur faire un marchepied, c'est-à-dire vraiment de les intéresser. On choisit une belle iconographie, cette page en est un exemple. On essaye de faire des doubles pages qui sont les plus jolies à regarder possible, toujours
avec l'idée que aussi bien les élèves que les profs aient envie de lire le manuel. Et puis, derrière, on va aussi amener les élèves à se poser la question de qu'est-ce que c'est que la science et comment elle se construit. Donc voilà, on a ici une unité assez typique de ce qu'on a voulu faire. Merci. Et donc, Julien aussi, avant a terminé en disant, donc, en mettant en avant le fait que le manuel, enfin, vous vouliez un manuel où l'élève est actif. Ça m'amène à demander aussi, donc on a vu un peu ce que le manuel apportait à l'enseignant. Qu'est-ce que le manuel apporte à l'élève? Julien, si tu veux reprendre de nouveau la parole. Oui, alors, ce qu'on espère déjà, c'est que le manuel ne fasse pas peur. Hein, c'est aux élèves qui soient rassurants. On a essayé de travailler dans cette direction. D'une part, parce que pour compléter finalement qu'il a un rôle aussi de complétion de ce qui est fait en classe. Et donc, on a une structuration qu'on a essayé de faire aussi claire que possible. D'une part, les unités avec des documents, des documents que vous avez déjà vus, très bien identifiés, des bilans qui sont courts, synthétiques. Et ça, je pense que c'est important, c'est ce qu'on voit là sur le bilan, par exemple, intelligence artificielle, c'est souvent sur une page. Donc, il y a une espèce de rappel des choses qu'il faut savoir. Et sur la partie droite, vous avez un essentiel par l'image. Bon, c'est assez classique, mais on a voulu vraiment permettre aux élèves d'avoir une lecture multiple en fonction des compétences de chacun, de telle sorte que tout le monde tous les élèves puissent s'y retrouver. Donc, à la fois par une structuration en unité, un bilan et un essentiel par l'image. Également, et ça c'est quelque chose, on est en terminale, il y a quelque chose qui est important, c'est le bac qui est en contrôle continu, mais il n'empêche qu'il faut le préparer. Et donc, dans chaque chapitre, il y a une série d'exercices. Et donc, on commence toujours, notamment pour engager les étudiants dans des révisions, par des petits... je ne sais pas si on peut peut-être mettre la page suivante, par exemple, ou Stéphane. Donc, on commence par une série d'exercices qui vont être très, très, très simples, mémoriser son cours, puis des exercices qui sont juste pour vérifier si on connaît son cours, une partie pour s'échauffer, qui sont des petits exercices classiques, qui sont les exercices qu'on retrouve à peu près dans toutes les matières. Mais alors évidemment, plus spécifiquement pour le bac, et c'est là où on espère avoir fait quelque chose d'un peu différent, on a proposé deux exercices, donc si on peut suivre à la page suivante, des exercices, un exercice résolu, complètement résolu, où on peut tout de suite laisser travailler finalement l'élève en autonomie, puisque les réponses sont dessus, et à côté, un exercice d'application. Et dans l'exercice d'application, là, il n'y a pas de solution immédiate, mais c'est sur le même modèle que l'exercice résolu, et donc on peut vraiment travailler en autonomie. Il y a aussi ensuite une autre série d'exercices qui sont des exercices pour tester plus spécifiquement des compétences comme calculer, raisonner, argumenter, qui sont les compétences associées au programme. Donc là, on va essayer d'isoler finalement des compétences et de les faire travailler spécifiquement. Donc, c'est des exercices qui sont quand même déjà sur le modèle du baccalauréat, du contrôle continu, clairement. Et puis, in fine, avec une partie objectif bac, où là, on va proposer des exercices finalement de ce qu'on imagine être le contrôle continu du bac. Alors, ils ne sont pas encore publiés, si je ne m'abuse. On a déjà ceux de première, mais ça nous a donné justement une bonne base de départ avec les auteurs pour écrire des exercices de bac, et donc sur lesquels les élèves pourront s'entraîner et travailler. Voilà, donc ça c'est la partie de préparation au bac. Et puis, je peux peut-être laisser la parole à Samuel maintenant, parce que je parle toujours un peu longuement. Non, mais pas pareil pour moi.
Je vois qu'il y a des questions qui reviennent et auxquelles je vais essayer de, je peux pas répondre à toutes parce il y a beaucoup de questions, mais il y a une question qui revient sur le volume du programme. Oui, alors évidemment, on est comme vous, on n'en est pas responsable, hein. Nous, on est des enseignants, on découvre le programme à peu près en même temps que vous. Et donc, notre travail, c'est de faire de cette contrainte une opportunité, hein, pour travailler dans les meilleures conditions possibles, faire en sorte, comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, aussi bien intéresser les élèves et puis faciliter le travail des enseignants le plus possible, c'est-à-dire leur fournir de la documentation. Il y a des heures, des centaines d'heures, je devrais dire, si ce n'est plus, de bibliographie pour chercher des documents un peu originaux qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou au contraire qui sont très synthétiques et qui résument bien les choses. L'idée, c'est de vous faciliter, vous, le travail dans ce programme qui est effectivement objectivement très, très important et très ambitieux. Voilà, sur le fait qu'il y ait des collègues de maths dans l'équipe, oui, il y a des collègues de maths qui sont intervenus pour participer, notamment sur les parties où on avait vraiment besoin, de mathématiques. Je sais que moi, en particulier, sur un chapitre sur les modèles démographiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a été aidé par un collègue de maths. Voilà, sur les activités expérimentales. Alors, on n'a pas d'épreuve de TP proprement dit, puisque ça n'est pas prévu, par le ministère d'avoir du temps pour faire des TP. Néanmoins, les enseignants qui auraient la possibilité de le faire, on suggère quand même pas mal de petites expériences qui seraient réalisables, alors plutôt en physique et chimie. Sinon, il y a des choses, beaucoup de choses autour des modèles, donc avec des TP numériques qui sont tout à fait envisageables. Du coup, Alors, les ECE, il n'y en aura pas en enseignement scientifique à ma connaissance, hein. Non, il n'y en a pas d'enseignement scientifique. Voilà. Il y en a en SVT, mais il n'y en a pas Il y en en a en enseignement SVT. scientifique. Ouais. Ouais. Voilà. Et en physique chimie également. La physique chimie. On me répond cela, on me répond qu'il y en a en SP, mais pas en enseignement scientifique. Exactement. Ouais. Une question aussi de Sandrine, si les unités permettent-elles que des tâches complexes? Non, ça dépend des unités en fait. Il y a des unités qui sont en tâches complexes et il y a des unités qui sont des questions pas à pas, progressives. Et de toute façon, il y a toujours la question supplémentaire d'esprit critique. Donc, pour toutes les unités, il y a un double questionnement, c'est-à-dire un questionnement sur les documents qui peut être en tâches complexes ou en pas à pas, et puis un questionnement esprit critique. On voit une unité qui n'est pas en tâche complexe, là, à l'écran. Oui, voilà. Très bien, merci Stéphane. Je peux peut-être répondre. Je vois une question là. Pour la partie maths, est-ce qu'il y a une utilisation de logiciels particuliers que l'on ne connaîtrait pas en physique SVT? La réponse, c'est non. On a essayé justement, les logiciels sont toujours très simples. Soit on utilise des tableurs, tout simplement, et donc ça, normalement, il y a un accès aux tableurs depuis la troisième, donc ça peut être Excel, LibreOffice, Google Spreadsheet, tout est compatible. Donc soit on s'est débrouillé pour traiter vraiment des tableurs, comme manière de faire des mathématiques. Et la deuxième méthode qu'on a, c'est Python. Donc ça, maintenant, il y a une initiation à Python en seconde, hein, dans l'enseignement numérique. Et donc, on propose aussi des choses en Python. Pour ce qui est intelligence artificielle, on a évidemment un peu plus besoin de Python que de tableur, mais ça reste toujours à un niveau élémentaire. On s'inscrit toujours dans l'idée qu'il va y avoir une épreuve de bac. Il est tout à fait possible qu'il y ait du code Python à corriger au bac. Il y en a eu, par exemple, cette année à l'agrégation interne de physique-chimie, hein, un petit code Python à corriger. Donc, ce sont des choses qui sont, à mon avis, qui restent abordables. Il ne s'agit pas d'être un expert en Python du tout. Il s'agit simplement de pouvoir détecter un bug, par exemple, ou d'essayer de comprendre une simple boucle. Et ça s'appuie complètement sur ce qui est fait en
en seconde en enseignement numérique. Et on a essayé vraiment de se... Alors, il y aura peut-être des petits logiciels en ligne, des activités, etc. Mais globalement, le cœur de ce qui va être fait mathématiquement, ça sera du tableur et du Python. On reste à des solutions qui sont finalement relativement universelles. Il y a des questions autour des SVT. Alors, je vais essayer de répondre à plusieurs en même temps. La première, c'est sur les TP de SVT. Alors, il n'y a pas vraiment de TP de SVT qui sont suggérés par le programme. C'est pour ça que voilà, il y en a peu dans le manuel. Néanmoins, il y a quand même des manipulations et qui effectivement rejoignent ce que vient de dire Julien, qui sont majoritairement des manipulations numériques. Autour de Hardy Weinberg par exemple, mais pas seulement. Donc là, c'est vraiment le respect du programme, hein, c'est-à-dire que je pense que les enseignants n'auraient pas forcément compris qu'on propose des TP alors que ce n'était pas demandé par le programme et qu'en plus, beaucoup d'entre eux n'ont pas les créneaux pour le faire. En enseignement scientifique, je parle, hein. En SVT, c'est tout à fait différent. Sur l'autre aspect, oui, est-ce qu'un prof peut faire tout, un prof de SVT peut faire tout le programme ou un prof de physique-chimie peut faire tout le programme? Ça dépend du prof, évidemment. Et puis, mais globalement, le programme reste, à notre avis, accessible à tout enseignant. De sciences expérimentales. Il y a probablement un peu de remise à niveau à faire quand on est prof de SVT sur les questions de physique-chimie. Toute la partie climato, donc, qui relève beaucoup de la physique-chimie, en réalité, les profs, comme ils ont l'habitude d'enseigner, les profs de SVT, comme ils ont l'habitude d'enseigner la climatologie depuis bien longtemps, souvent toute cette partie-là, donc ça fait tout le premier thème du programme. Je pense qu'un prof de SVT comme de physique-chimie n'aura aucune difficulté. Là où ça va être un peu plus difficile pour le prof de SVT, ça va être peut-être sur la partie d'électricité, qui est un peu plus spécifique et inhabituel pour nous. Pour le prof de physique-chimie, ça va être plutôt dans le dernier thème du programme, autour de la biodiversité et des questions d'évolution. Il faudra qu'il se remette sans doute un petit peu à niveau. Mais ça paraît quand même envisageable. Voilà. Enfin, après, encore une fois, ça dépend du temps dont chacun dispose pour se remettre à niveau. Et le manuel, clairement, peut aider, hein. C'est-à-dire qu'on a un manuel qui est parfaitement explicite et je pense qu'un enseignant qui ouvre le manuel n'aura pas de difficulté à trouver les points sur lesquels il est à l'aise et les points sur lesquels il doit travailler un peu. Merci pour rester un petit peu dans le sujet. On a une question pour savoir quelles sont les parts en pourcentage SVT, physique, chimie et maths dans le livre. Ah bah, on respecte le programme, hein. Donc, alors, et le découpage n'est pas forcément évident. Donc, nous, on a fait des propositions de progression au début avec une répartition pour les équipes pédagogiques qui souhaiteraient se répartir entre profs de SVT et profs de physique-chimie qui souhaiteraient se répartir au programme. Donc là, on vous a fait une suggestion. Donc, vous pouvez évaluer en regardant en gros le pourcentage. Et vous voyez qu'on est plutôt en gros à 40% maths, 40% SVT, 40% physique-chimie, 40% SVT, 20% maths. Très grossièrement, je dirais que c'est ça. Encore une fois, vous regardez un chapitre de climato, moi j'ai un peu du mal à dire si c'est de la géologie, enfin des enveloppes fluides, ou si c'est de la physique-chimie. C'est de la physique-chimie appliquée et ça reste de la géologie de l'atmosphère. Donc bon, le découpage, il y a clairement des chapitres. Nous on s'est posé la question, hein, parce que quand on s'est réparti les chapitres entre nous, il y avait des profs de SVT ou des profs de physique-chimie qui se sentaient plus à l'aise pour prendre tel ou tel chapitre et la question est être auteur du chapitre. Et il y a plusieurs chapitres qui ont été écrits en collaboration dans les deux disciplines. Il y a aussi des chapitres qui étaient plus physique-chimie qui ont été écrits par des profs de SVT. Et la frontière n'est pas toujours très nette. Je dirais que de toute façon, les sciences expérimentales forment un tout. On les a découpées en deux couples de disciplines
vie et terre d'un côté et puis physique-chimie de l'autre pour des raisons pratiques. Mais force est de constater que dans l'enseignement scientifique, il y a un certain nombre de fois où ça se recoupe. Et je trouve que c'est ça en fait quand même un intérêt, notamment pour les élèves, hein, c'est de montrer que au-delà des disciplines, c'est finalement une compréhension du monde que l'on cherche à atteindre avec les sciences expérimentales. Merci. Alors, on a aussi la question s'il y a des fiches méthodes dans le manuel. Alors, sur on a on a des fiches méthodes sur les manuels de spécialité. Sur le manuel, ici, elles sont regroupées, ces fiches méthodes. Donc là, donc on va être sur un tableur grapheur pour la méthode 5 ou la fiche méthode 6 sur le langage Python. C'est des fiches méthodes qui, du fait de l'importance du numérique dans ce programme, comme application, se reposent notamment sur le numérique. Ouais. Et sinon, oui, je finis mon idée parce que c'est que dans les manuels de SVT, donc de spécialité, de SVT et de physique-chimie, on va trouver des fiches méthodes qui sont plus spécifiques à chacune des deux disciplines. Il y a aussi pas mal de fiches méthodes pour rappeler les éléments de base de mathématiques, Oui. Qui sont nécessaires dans tous les chapitres. Proportionnalité, les fonctions affines, enfin le B à bas, mais qui est indispensable. D'accord, merci Stéphane. D'ailleurs, j'allais te demander de prendre la parole pour la prochaine question. Je pense que tu seras plus à même à nous répondre. Donc, pour la question, quand le livre du prof sera-t-il disponible et s'il sera en version papier ou non? Bon, c'est bon maintenant. Oui. Le livre du prof sera disponible à partir de la mi-mai. On va mettre en ligne petit à petit les différents chapitres et tout sera prêt globalement a priori autour du 10 juin. Il est gratuitement téléchargeable sur notre site et disponible aussi via nos canaux numériques, nos manuels numériques, pardon. En effet. Et il y a une question sur les spécimens aussi, je vois. Ah oui, en effet. Donc, pour les spécimens, bien sûr, la question vient toujours et c'est normal. Les spécimens, tout est prévu pour vous les envoyer. Ils sont imprimés. Nous fixons de pouvoir vous les envoyer pour la mi-mai. Maintenant, tout dépend de la situation, de l'ouverture des établissements. Voilà, on ne contrôle pas trop cette situation-là. Par contre, on fera tout ce qui est en notre possible pour vous les envoyer et que vous les ayez bien dans vos mains. C'est vraiment, En tout cas, on s'emploie vraiment à cela. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont imprimés. Les livres sont imprimés, ils sont chez le routeur, dans les cartons, dans les camions, et il ne reste plus qu'à attendre le feu vert pour que les camions partent. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Et j'ai vu aussi passer la question avant, j'en profite, sur est-ce qu'il va y avoir une présentation du manuel de physique. On est en train de chercher une date, mais oui, elle n'est pas encore tout à fait fixée, mais vous allez être tenu au courant rapidement. Il y aura bien une date de présentation du manuel de physique chimie terminale. Voilà, pour répondre à la question. Alors, SVT, c'est passé, c'était mardi. Il y avait un webinaire en demande pour les SVT. Ah oui. C'était mardi. En effet, SVT, c'était mardi, mais les webinaires sont enregistrés, comme je disais, que ce soit pour celui-ci, celui d'SVT, du coup, qui est passé, celui qui sera en physique-chimie. Donc, tous ces webinaires sont enregistrés. Je peux déjà vous donner le lien, mais vous retrouverez en fait l'enregistrement sur YouTube. On va juste retravailler un petit peu les enregistrements. Ils seront disponibles pour certains dès la semaine prochaine, pour d'autres peut-être d'ici la semaine d'après. Voilà. Alors, on demande aussi concernant les manuels numériques s'il y aura des QCM supplémentaires, des plus-values. Alors, en fait, il y a un nouveau format de manuel numérique qui s'appelle Max qui va être mis en place. Je sais pas, il est peut-être même déjà disponible. En tous les cas, c'est dans les semaines qui vont venir. Et donc, dans ce manuel, on
aura notamment donc il y aura tout un tas de fonctionnalités numériques supplémentaires et surtout il y aura une partie actualité qui pourra être mise à jour et donc vous aurez des contenus supplémentaires au cours de l'année qui vont être ajoutés progressivement dans une rubrique qu'on appellera actualité, mais qui peuvent être directement liés à l'actualité ou pas. Et donc notamment, oui, on peut rajouter des contenus exercices, bien sûr. Ce qu'on peut dire, c'est que d'ores et déjà, tous les QCM du manuel sont disponibles sous nos différents manuels numériques sous forme interactive. Et dans le manuel numérique, donc dans les éléments spécifiquement numériques, on a pas mal de schémas interactifs, on a pas mal de documents complémentaires, on a des fichiers Python, on a des protocoles, des protocoles et des captures, des protocoles assez détaillés, notamment pour tout ce qui est la partie climat, les chapitres 2 et 3. Le programme suggère de faire manipuler aux élèves un modèle climatique simple. On a choisi le logiciel SimClima. On a également proposé des choses avec un autre logiciel qui s'appelle Build Your Own Earth, qui a été développé par l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, des fichiers Excel, Samuel, notamment sur le chapitre des modèles démographiques. Et voilà, et effectivement, comme tu le disais, les contenus numériques sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils vont s'enrichir au fur et à mesure de la vie du manuel. Et en effet, je rebondis aussi sur le manuel Max dont Samuel a parlé. Donc, en fait, il s'agira de la nouvelle version du manuel web pour ceux qui ont connu et ont utilisé cette année le manuel web, qui était donc un tout nouveau format de manuel numérique qu'on a mis donc, en place l'année dernière. On avait bien annoncé qu'il allait encore évoluer énormément. Des évolutions sont à prévoir, donc ça reste sur votre même URL quand vous accédez au manuel web. Vous verrez juste qu'il va être amené à évoluer d'ici déjà mi-mai et encore davantage à la rentrée prochaine. Donc, la mise à jour et la mise en ligne des nouveautés va être fait très rapidement d'ici mai. Vous serez tenu informé de toutes ces évolutions-là. Et des fonds seront prévus. J'animerai des webinaires pour vous présenter un peu la manière dont se présente en fait ce nouvel outil. On avait une question d'Hélène, si le manuel contient plus d'exercices que celui de première. Oui, beaucoup plus. Il y a eu des doubles pages rajoutées. Il y a en plus des exercices bac, donc entre 2 et 3 exercices bac supplémentaires par chapitre. Donc ça fait une 60aine d'exercices bac, un peu moins, 50aine d'exercices bac sur l'ensemble. Voilà. Il y a beaucoup plus de QCM aussi. On a une page entière de QCM, ça doit faire 7 ou 8 pages. QCM. On est passé de 3 pages l'année dernière, bon, c'était faute de temps, hein, et c'est une critique qu'on nous avait faite à juste titre, à 8 ou 9 pages suivant les chapitres. Donc oui, il y a beaucoup plus d'exercices. Et ils sont plus variés dans leur format. Les 3 parties, oui. les 3 thèmes, c'est ça, sont équivalents en durée. Non, on pense que le thème 3 est plus court que les 2 premiers. En gros, ce serait le premier le plus gros, peut-être 10-15% de moins pour le deuxième et encore 10-15% de moins pour le troisième, approximativement. Si vous vouliez rajouter quelque chose encore, Samuel ou Julien, avant de clore donc, la présentation. Non, on espère que ce manuel va vous plaire et puis qu'il vous aidera dans votre travail, qu'il intéressera vos élèves. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour lui maintenant. Il va vivre sa vie. Voilà. Nous, on a fini notre part. On n'a pas complètement fini, si je puis Oui, interrompre. Parce qu'il y a quand même, ce qui va se passer, c'est que le manuel Max va être assez actif. Hein, on va rajouter des choses au fur et à mesure de l'actualité quand même. Je pensais au papier. Il y a voilà, pardon, je suis désolé de te contredire, Samuel. Non, je t'en prie.
Donc, oui, on va rajouter des choses. Par exemple, ce qui se passe là, il y a toute une partie sur l'intelligence artificielle et la dernière thématique, c'est sur l'inférence bayésienne. Et ça, par exemple, en ce moment, c'est complètement dans l'actualité parce que les tests sérologiques pour savoir si on a été contaminé savoir si on a eu le Covid-19 et qu'on l'a plus, mais pour savoir si on l'a bien eu, eh bien, ces tests sérologiques, savoir s'ils sont efficaces, ça va dépendre de techniques d'inférence bayésienne, et notamment ce qu'on appelle la valeur prédictive positive. Est-ce que si j'ai un résultat positif, est-ce que je suis bien immunisé contre le Covid? Et ça, c'est une question qui n'est pas si simple qu'elle en a l'air et qui est complètement traitée dans ce qu'on appelle de l'inférence bayésienne. Et à cet égard, on est malheureusement rattrapé par l'actualité, mais si les moins d'incompréhension dans les médias aujourd'hui. Voilà. Donc on va essayer comme ça en permanence de relier ce qui se passe dans le monde actuel avec ce qui est enseigné, ce qui est raconté dans ce manuel. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir accepté de participer à cette présentation. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent et d'être venu assister à la présentation. Donc, on se retrouve pour certains d'entre vous pour la physique-chimie. Donc, vous serez tenus au courant de la date à laquelle se déroulera la présentation. Si jamais il reste des questions en suspens auxquelles on n'aurait pas répondu ou qui vous viendraient après la présentation, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail lorsque vous êtes inscrit à la présentation. Donc, voilà, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi s'il y a la moindre question. Et je transférerai les questions, si besoin, à Samuel ou à Julien. Voilà, encore merci beaucoup à vous et je vous souhaite une très bonne fin de journée et un très bon week-end aussi prolongé. Bonne journée à tous et merci d'avoir été parmi nous. Bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée.